Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises, un axe fort de leur stratégie. Mon invité aujourd'hui, c'est Claire Gagnère, la secrétaire générale d'Elio, vient de prendre la présidence des Transitionneurs, l'association qui place les territoires au cœur des projets de transition écologique et sociétale. Notre débat, il portera sur le Global Forest Summit, dont la deuxième édition vient de se tenir à Bruxelles. Les forêts, puits de carbone, abri naturel de 80% de la biodiversité terrestre. On va évoquer les actions à mener pour la préserver et la régénérer. Et puis dans Smart Ideas, la bonne idée du jour, elle est signée Mémé. C'est une start-up qui veut promouvoir une alimentation innovante, saine et engagée. Voilà pour les titres. C'est parti, c'est Smart Impact. Bonjour Claire Gagnère, bienvenue. Bonjour, merci. On va démarrer avec Elio, dont vous êtes la secrétaire générale, acteur important de la maîtrise de l'énergie en France. C'est quoi le métier d'Elio en quelque sorte ? Alors, le métier d'Elio, c'est d'être l'accompagnateur de toutes les personnes, de tout à chacun qui souhaite faire des projets de rénovation énergétique, qui souhaite maîtriser son énergie, bien sûr sur tout ce qui impacte de la facture énergétique sur les dépenses. Et donc, on accompagne les ménages, les entreprises, les collectivités, dans le bon choix de travaux qui permettent au final de faire ces fameuses économies d'énergie. Donc c'est faire les bons travaux et choisir aussi la source d'énergie, c'est ça aussi. C'est choisir la bonne source d'énergie, c'est choisir aussi le bon artisan, la bonne entreprise qui va pouvoir réaliser ces travaux. Et ça, c'est un vrai challenge. C'est vrai qu'il faut instaurer de la confiance entre le particulier ou l'entreprise qui va réaliser ces travaux. Et donc nous, on accompagne toute la chaîne, c'est-à-dire on commence par le début du projet jusqu'à la réalisation du projet et jusqu'aux économies qui ont été réalisées par ces projets. C'est une façon de mettre le mot sobriété au cœur de la transition écologique, finalement. C'est un mot qu'on n'entend pas suffisamment souvent, qu'on essaye de dire régulièrement dans cette émission. Oui, et puis je crois qu'il y a une vraie prise de conscience de la part notamment des particuliers aujourd'hui. La flambée du coût de l'énergie, bien sûr, a un rôle important dans cette prise de conscience. Et aujourd'hui, le particulier a envie de mieux maîtriser son énergie, de voir son pouvoir d'achat, si possible, ne pas être impacté par cette hausse de la facture. Et donc nous, vraiment, notre rôle, c'est de lui donner les meilleurs conseils, surtout de ne pas se lancer dans des travaux qui vont finalement peut-être pas apporter l'économie qu'il a imaginée, et vraiment identifier avec lui par quoi il va falloir commencer. Est-ce que je change ma chaudière ? Est-ce que j'isole ma maison ? Est-ce que je change mes fenêtres ? Voilà, c'est tout ce travail que l'on fait avec, bien sûr, des entreprises de travaux. Elio est membre de l'association les Transitionneurs. Vous venez d'en prendre la présidence pour 1 an. C'est quoi les transitionneurs? Déjà, le nom intrigue. Alors la question, c'est qu'est-ce qu'un transitionneur? C'est ça. Donc un transitionneur, on est peut-être tous transitionneurs sans le savoir. Ce sont effectivement des entrepreneurs, des entreprises, des individus qui font qu'on passe d'un état à un autre. C'est ça la transition. Alors il y a la transition écologique, c'est pour ça qu'Elio est là. Il y a d'autres entreprises dans l'énergie qui sont présents aux transitionneurs. Il y a GRDF, il y a Enedis, Butagaz. Il y a des associations, il y a également des institutions, il y a l'ADEME qui est membre des transitionneurs, et puis il y a des collectivités. Puisque, comme vous l'avez dit au début, les transitionneurs, c'est effectivement agir au sein des territoires. Et donc, c'est de travailler avec des petites villes, des villages, des collectivités pour mettre en place ces fameux tiers-lieux dont on parle de plus en plus et de faire travailler différentes communautés pour faire émerger des solutions au sein des territoires. Mais alors, votre objectif commun, c'est quoi? C'est d'abord la transition écologique, c'est aussi la transition sociétale, c'est quoi? On a plusieurs objectifs. Effectivement, il y a la transition énergétique, mais il y a aussi la transition au niveau sociétal. On parle aussi beaucoup d'alimentation, de précarité énergétique. On a créé au sein de l'association une autre association qui est devenue assez importante aujourd'hui, qui s'appelle Stop à l'exclusion énergétique, et qui est vraiment d'agir au quotidien auprès des ménages en précarité énergétique, en leur apportant des solutions, en les accompagnant sur le fameux reste à charge qu'il faut régler quand on fait des travaux de rénovation. Donc c'est à la fois la transition énergétique, l'humain avec le social, l'alimentation et enfin l'éducation.
On est en train de créer des groupes de travail, de recherche-action, comme on appelle ça. Ouais. Et il y a effectivement un groupe de travail qui sera dédié aux compétences et à l'éducation, parce que ça nous semble effectivement essentiel de travailler sur tous ces thèmes-là en même temps. Alors, quand vous dites les territoires au cœur des projets, bon, c'est très bien, mais concrètement, ça change quoi ? Alors, ça oblige à faire quel choix, vous voyez ce que je veux dire ? Oui, aujourd'hui, en fait, l'individu s'aperçoit que c'est au sein de son territoire qu'il peut agir. Il y a des gens qui ont envie d'agir. Ils peuvent le faire localement. Ils ne peuvent pas le faire tout seuls. Donc, l'idée, c'est de les accompagner. On revient au terme d'accompagnateur. De les accompagner à trouver l'écosystème qui va leur permettre de réaliser un projet. Ça peut être dans un tiers-lieu, la création, par exemple, d'un centre de formation. Ça peut être la création d'une ferme avec des produits particuliers. Et en fait, c'est de mettre toutes les bonnes personnes pour accompagner ce projet au sein d'un territoire. Des gens qui ne travailleraient pas forcément ensemble ou qui passent à côté les uns des autres alors qu'ils sont à quelques kilomètres, c'est ça ? Oui. Et notre rôle, c'est de les faire se rencontrer, de créer des synergies ensemble, d'utiliser les compétences de chaque transitionneur qui est membre de l'association pour développer et aller jusqu'au bout de leur projet. Ouais. Donc ça passe par ces tiers-lieux, c'est ça ? Oui, il y en a déjà un peu partout. Il y en a beaucoup en France. Il y a d'ailleurs des grands représentants de tiers-lieux. Et notre objectif, c'est effectivement de s'appuyer sur la compétence de tiers-lieux qui ont déjà fait leurs preuves et d'en développer d'autres s'il y a des volontés dans les territoires de créer ces fameux tiers-lieux. Est-ce que c'est vous qui choisissez finalement les projets qui sont portés, incubés par les transitionneurs dans ces tiers-lieux ? Comment ça se passe ? On souhaite que ce soit en fait des projets qui nous soient soumis et qu'on puisse effectivement les choisir. On va organiser une université d'été au musée de Bibrac le 4 et 5 mai, où on va réunir une quarantaine de transitionneurs justement pour analyser peut-être des projets qui nous ont déjà été soumis et puis de préparer notre feuille de route sur tout 2022 et voir qui on va accompagner, comment on va accompagner et quels autres transitionneurs on va faire venir dans notre association. Oui, parce que effectivement, les transitionneurs, c'est aussi un cercle de réflexion, un think tank. Donc vous réfléchissez, vous cherchez quoi ? À faire émerger des thèmes prioritaires, c'est ça ? Oui, on doit sélectionner. Alors il y avait tellement de thèmes, on était parti sur une douzaine de thèmes, donc on s'est dit il faut quand même qu'on réduise si on veut arriver quand même à produire quelque chose. Donc ces groupes de travail, recherche, action, c'est vraiment de rendre des livrables. C'est-à-dire qu'on va démarrer à Bibrac, on va choisir ces thèmes, on en a déjà identifié 4 ou 5. On va mettre des transitionneurs à la tête de ces groupes de travail et tout au long de l'année, on va travailler sur les thèmes, donc compétences, on a parlé d'alimentation, de précarité et l'idée c'est vraiment de donner un livrable à la fin de cette année. Donc ça veut dire quoi ça veut dire des pistes, des solutions, des bonnes pratiques à partager. Des transitionneurs qui sont peut-être pas visibles, qui peut-être ne le souhaitent pas, mais qu'on va pouvoir mettre en avant et faire des références en fait pour d'autres et puis bien sûr augmenter notre communauté, puisqu'on est persuadé qu'il y a beaucoup de transitionneurs qui le sont sans le. Peut-être que vous êtes un transitionneur qui s'ignore. Effectivement. Voilà, vous l'avez évoqué, on va terminer là-dessus, la question de la pédagogie, de l'éducation. Vous développez un cycle de formation en ligne, c'est ça ? Alors c'est un des projets, effectivement, c'est de travailler sur un contenu de formation autour des sujets qui nous animent au sein des transitionneurs. Il y a aussi la transition, par exemple, au sein de l'environnement de travail, ce qui est un vrai sujet. Donc la transition, on a parlé de la transition énergétique, c'est de sensibiliser plus les gens à l'écosystème, à ce que c'est la transition énergétique. Donc c'est de travailler effectivement avec des personnes qui ont une appétence autour de l'éducation pour former, informer. Tout à chacun. Oui, mais alors je reviens à la question des territoires. C'est aussi un moyen d'attirer ou de fidéliser des talents dans les territoires. Dans les territoires, de les identifier. Oui, ça, c'est la première chose. Et puis, effectivement, ensuite, de les faire émerger et contribuer à soit une création d'un tiers-lieu, soit de groupes de travail, et qui va permettre, en fait, de rassembler, c'est toujours cette idée, en fait, de rassembler au sein d'un territoire toutes ces compétences et tous ces gens qui peut-être s'ignorent aujourd'hui et pourraient travailler ensemble. Merci beaucoup, merci Claire Gagnère d'être venue nous présenter les transitionneurs. À bientôt sur Bismart. On passe à notre débat, la reforestation au programme.
Le Global Forest Summit s'est tenu il y a quelques jours à Bruxelles. C'était la 2e édition. On en parle tout de suite dans ce débat avec mes invités. Stéphane Haller, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur, président de Reforest Action. À vos côtés, Thomas Friand, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, fondateur, président de l'Institut Open Diplomacy. C'est quoi Open Diplomacy, cet institut ? Un think tank créé il y a 12 ans maintenant, qui travaille dans l'intérêt des générations futures en étudiant la gouvernance mondiale du développement durable. On étudie les 17 objectifs de développement durable des Nations Unies, en essayant de faire en sorte qu'un maximum d'acteurs sociaux, économiques s'en emparent. D'accord. Et Reforest Action, on en a déjà parlé ici. Vous nous rappelez votre mission, votre rôle ? On a une entreprise de reforestation, c'est-à-dire qu'on vient préserver, restaurer et assurer la gestion durable des forêts partout en France, partout en Europe, mais aussi aux États-Unis et sur toute la ceinture intertropicale, en Amérique du Sud, en Afrique et en Asie. Et vous avez donc créé ensemble ce sommet, ce Global Forest Summit, avec des invités prestigieux qu'on va entendre. Il y avait John Kerry, il y avait le prince Charles. Stéphane Haller, c'est quoi l'ambition de ce sommet ? L'ambition du sommet, c'est de laisser garder la forêt tout en haut de l'agenda mondial environnemental, sur le climat et la biodiversité, et puis aussi, et peut-être surtout, réussir à suivre les enjeux et les objectifs fixés par l'ONU, la Commission européenne, par toutes les institutions mondiales, pour s'assurer que finalement les objectifs qu'on se fixe soient atteints. Et donc, tous les ans, jusqu'à 2030, on a la ferme intention de suivre des indicateurs et de venir challenger finalement le succès ou le non-succès finalement de l'atteinte de ces objectifs. Alors on peut détailler un petit peu, Thomas Friand, c'est quoi ces objectifs 2030 que vous avez fixés ? Il y en a beaucoup, parce qu'ils s'intègrent dans un plan stratégique des Nations Unies qui a été adopté par l'Assemblée générale de l'ONU. Et comme Stéphane le disait à l'instant, notre objectif, c'est de les suivre. D'une certaine manière, c'est presque un contre-sommet, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'on vient là pour prendre ces mesures-là sur la lutte contre la déforestation. On est assez loin des objectifs. On a encore 10 millions d'hectares par an qui sont déforestés. L'objectif à 2030, c'est d'arriver à 0. Sur la restauration, on est aussi assez loin des objectifs. On a fait à peu près 2/3 du chemin d'ici 2030, mais pour l'instant, on n'a que des engagements. On n'a pas de concret qui est obtenu. Sur la gestion durable, sur le financement des forêts, c'est pareil. Sur le financement de ces éléments-là, il faudrait multiplier par 25 l'effort annuel à réaliser. Donc, on a un cadre mondial qui s'appelle le plan stratégique des Nations Unies pour les forêts, qui fait écho aussi aux objectifs de développement durable des Nations Unies, donc qui va jusqu'à 2030. Et on essaye, avec ce sommet, d'engager toutes les parties prenantes, et pas seulement les États, mais aussi les entreprises qui jouent un rôle dans ce secteur. Mais alors, c'est ce que j'allais vous demander. On va revenir sur les différents leviers que vous venez d'évoquer, mais sur le contrôle, en fait, ça suppose quoi ? Ça suppose une collaboration des États, des entreprises. Comment vous allez évaluer finalement les progrès qu'on va pouvoir faire année après année ? Alors, c'est une question qui est essentielle et je dois avouer qu'on y travaille ardemment parce que pour l'instant, les objectifs sont bien posés, ils sont clairs. D'une certaine manière, c'est rassurant, on sait la route qu'il faut suivre. Mais les indicateurs qui sont à mettre en place, ils sont clairs aussi, mais la donnée qui est nécessaire pour piloter ces indicateurs, elle est produite soit de façon erratique, soit de façon partielle, soit on mesure essentiellement des engagements qui sont pris et pas des réalisations concrètes sur le terrain. Donc l'un des travaux qu'on essaye de faire émerger en ayant fédéré, et d'ailleurs il fallait commencer par rassembler tous les acteurs, c'est précisément de faire cette synthèse des données et d'être en mesure d'aller plus loin dans le détail. On a pour ça créé un conseil scientifique à la 2e édition du Global Forest Summit, dans laquelle on compte des personnalités très importantes comme la seule personne au monde qui a présidé à la fois le GIEC et le GIEC de la biodiversité, l'IPBES, Sir Robert Watson, qui est professeur émérite à l'Université d'East Anglia. Et on va essayer précisément de détailler la façon de mesurer ces éléments-là, sachant que parfois ça dépend de données géosatellitaires dont on ne dispose pas. Il faudrait qu'on travaille avec la NASA pour ça. Ou alors avec l'OCDE. Donc on va rentrer dans le détail petit à petit pour pouvoir affiner. Alors, on va rappeler ensemble les bienfaits de la forêt. Et avant de vous donner la parole, vous nous avez fourni quelques éléments issus de ce 2e Global Forest Summit, avec notamment le prince Charles qui parle des bienfaits de la forêt. On l'écoute. Protecting and restoring nature also makes economic sense. Nature is estimated to contribute $125 trillion to the global economy annually.
everything we use, produce and purchase ultimately has been created from nature's inputs. The shift to renewable bio-based solutions is therefore an opportunity to rethink industries so that they become nature positive and climate neutral, while creating new jobs and more inclusive prosperity. Stéphane Haller, on va parler évidemment du puits de carbone, de la biodiversité, parce que c'est aussi, peut-être surtout ça, la forêt, mais c'est une économie, il ne faut jamais l'oublier. Oui, c'est une économie. Les forêts, quand elles sont durablement gérées, c'est la plus belle des économies, dans la mesure où on vient puiser une ressource dans la limite de ce qui est disponible, et cette ressource, elle est durable. Elle se régénère automatiquement à partir de l'énergie solaire et de la photosynthèse. Et c'est une économie qui touche des milliards de personnes dans le monde. Des milliards de personnes vivent de la forêt ou survivent de la forêt, suivant les zones dans lesquelles on se trouve. Et ça amène à la fois, la forêt amène de l'énergie, de l'alimentation, du bois de construction, etc. Mais beaucoup d'innovation aussi. Aujourd'hui, on fait du textile à partir de bois, par exemple. Moi, j'ai un t-shirt qui est en bois, très agréable à porter, je vous le recommande. Et il existe bien d'autres choses sur l'industrie pharmaceutique, par exemple, sur beaucoup de secteurs insoupçonnés, mais que la forêt permet d'adresser de façon durable, en partant de la biodiversité comme matière première, en quelque sorte, plutôt que les énergies fossiles. Oui. Alors, le côté puits de carbone, on en a souvent parlé. Je voudrais insister avec vous sur la biodiversité, l'abri naturel que représente la forêt pour la biodiversité. Dans les titres, je disais, c'est 80% de la biodiversité de la planète, tout simplement. 80% de la biodiversité terrestre. Voilà. C'est ce que j'allais rajouter. Il y a les océans. Évidemment, ne les oublions pas. C'est aussi un puits de carbone majeur. Important, exactement. Ce qui est important avec la forêt, ce qui est remarquable avec la forêt, c'est que effectivement, dès qu'on est sur les terres émergées, c'est un foyer de biodiversité remarquable. Tout particulièrement sur l'équateur et dans les zones tropicales. C'est là que la biodiversité mondiale s'exprime le mieux. J'étais il y a quelques jours en Amazonie. Bien, vous rentrez en Amazonie, vous ne rentrez pas si vous n'avez pas une machette, tellement ça foisonne de partout. Vous ne pouvez pas faire un pas devant l'autre parce que tout barre votre chemin. La biodiversité est omniprésente et la végétation est particulièrement envahissante. Mais cet écosystème forestier, ce qui est très important pour nous, c'est qu'on sait interagir avec, beaucoup plus qu'avec les océans. Et donc l'homme, et notamment les populations indigènes d'Amazonie par exemple, savent interagir avec cette forêt et en renforcer la biodiversité. Et donc l'homme n'est pas forcément un élément qui dégrade les écosystèmes naturels, il peut aussi les améliorer, les renforcer. Et je trouve ça plein d'espoir. Oui, c'est pas une fatalité que l'homme détruise l'Amazonie, mais il y a quand même du travail. Vous le disiez, Thomas Friand, l'Amazonie qui est devenue nette émettrice de CO2. On comprend à peu près mais ça veut dire quoi en détail? En fait, c'est l'inverse de ce que vous avez dit tout à l'heure quand on dit que les forêts sont des puits de carbone naturels. En effet, leur potentiel, c'est de capter, de régénérer jusqu'à 30% du CO2 émis dans l'atmosphère. Et ça, c'est probablement notre meilleure arme pour lutter contre le dérèglement climatique. Eh bien, le phénomène qui est en train de se produire en Amazonie, avec des étapes majeures en matière de déforestation qu'on a connues ces dernières années, au point où on parle de tipping point, où l'Amazonie sera en train de devenir une sorte de savane, c'est que précisément, elle n'est plus capable de régénérer l'atmosphère, et à force d'appauvrir les sols, de les dégrader, de détruire la biodiversité qui elle-même est régénératrice, eh bien on perd cette capacité de photosynthèse que Stéphane a décrite à l'instant. Mais quand vous parlez de savanisation effectivement de l'Amazonie, on n'y est pas encore. Vous nous décrivez encore la biodiversité, sa puissance, et c'est pas irréversible, ça encore. Alors c'est les effets il y a deux choses. Il y a l'effet de la déforestation qui lui c'est ralenti, mais reste quand même à un niveau de dégâts qui est majeur. Je le disais tout à l'heure, c'est 10 millions d'hectares par an qui sont encore déforestés. Il y a aussi l'accélération des dérèglements climatiques qui viennent créer de nouvelles formes de risques. Alors, dans ce qui concerne l'Amazonie, c'est les grands feux de forêt qui viennent s'ajouter
à ce qu'on a vu. On se rappelle tous au moment du G7 de Biarritz, le président Macron qui du fait de la présence amazonienne de la France en Guyane, s'alerte et d'ailleurs s'écharpe avec le président Bolsonaro sur le sujet, parce que précisément ça touche à la souveraineté des États. Et puis, de façon plus générale, ce qu'on voit en Amazonie, c'est cette nécessité de passer d'une logique uniquement de conservation de la nature, ce qui est indispensable et c'est la priorité numéro 1, à une logique de restauration de certains écosystèmes, parce qu'ils ont tellement déjà été dégradés, soit par l'exploitation humaine immédiate, soit par les effets continus, progressifs, de plus en plus intenses des changements climatiques, qu'il faut pouvoir réparer des écosystèmes. C'est une partie du travail que fait Reforestation dans 40 pays. Oui, et alors il y a une question centrale, qui est la question du financement, évidemment, et je vous propose d'écouter un autre intervenant du Global Forest Summit, c'est l'envoyé spécial climat du président américain, c'est John Kerry. On l'écoute. You have places where forest is obviously worth more cut than standing. We have to change that. And governments can change that with regulations. They can change it with policy. They can change it with enforcement. There are plenty of ways for us to step in and shift the valuation, shift our own personal valuation, as well as the monetary valuation within the marketplace. So to really do that, I mean, this shift is really contained, it's a core component of the plan to conserve global forests. And what we need to do is work together, governments, other partners, and catalyze private sector investment, finance, and action. Stéphane Haller, ça c'est un enjeu majeur qu'on comprend bien. On en est où? C'est-à-dire que pour l'instant, c'est plutôt l'inverse que décrit John Kerry au début de son intervention, c'est-à-dire que c'est plus rentable d'abattre une forêt. On en est où sur la bascule des leviers de financement, en fait? Les financements s'accélèrent, s'amplifient. Cette année, en 2022, 2,4 milliards de dollars américains seront affectés à la préservation, la restauration et la gestion durable des forêts. C'est beaucoup d'argent, mais c'est encore très loin du compte, puisque l'ONU, le World Economic Forum, ont fait des estimations de ce qu'il faudrait attribuer à la forêt pour l'entretenir, pour qu'elle puisse continuer à apporter tous les services qu'elle nous rend. Et on parle de entre 400 et 600 milliards de dollars d'ici 2030. Donc on est encore très loin du compte. Et il y a une réelle urgence. Moi, ce que je voudrais quand même souligner, c'est que chez Reforestation, ça fait 12 ans qu'on fait ce métier de restauration forestière. On a vécu cette bascule vers un regain d'intérêt du secteur privé, des entreprises vers la forêt. Mais il est déjà très tard et j'invite chacun à suivre le conseil de John Kerry et d'investir massivement dans la forêt, parce que le point de bascule dont on parlait tout à l'heure en Amazonie, il est maintenant. Une étude scientifique dit que d'ici 2025, on est en 2022, si d'ici 2025 on n'a pas stoppé toute la déforestation et restauré plusieurs millions d'hectares, le processus de savanisation va s'enclencher. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être venus nous présenter ce bilan et puis surtout les perspectives d'action autour des enjeux de la forêt. On passe tout de suite à Smart Ideas, une start-up à l'honneur comme tous les jours. Bonjour Caroline Liot, bienvenue. Vous êtes la fondatrice de Mémé, créée en 2018. Passionnée de sport de glisse, j'ai vu ça en préparant l'émission. Comment elle est née, l'idée de Mémé? En fait, je fais des boissons depuis une vingtaine d'années pour effectivement mes sports de glisse, que ce soit le skateboard ou le snowboard il y a quelques années. Et puis, j'avais besoin de trouver des boissons saines, fonctionnelles, qui fassent du bien pour la santé. Et puis, j'ai commencé à mélanger des produits naturels. Et c'est après un tour du monde que j'ai découvert les bienfaits et de la sève d'arbre et du thé vert matcha et une pépite française qui est une innovation chez Mémé, qui est le mou de raisin pour remplacer le sucre. Donc j'ai fabriqué ce concept de boisson, il y a eu l'engouement auprès de mes amis. Alors je me suis lancée, on y va, allez. Mais oui, puisque ça plaît aux copains, allons-y. C'est le meilleur testeur, les copains, parce qu'ils vous disent la vérité. C'est bien. Comment, vous les avez évoqués, mais comment vous avez choisi ces ingrédients? Parce que il faut avoir l'idée. On était sur la reforestation à l'instant, la sève des arbres, enfin bon, il fallait... C'est toute une idée
l'idée, c'est surtout un cercle virtueux. C'est-à-dire que la sève d'arbre, à la base, ça a été fait depuis de nombreuses années, depuis des décennies, pour protéger les forêts. Puisqu'en récoltant la sève, on boostait le système immunitaire de l'arbre, et puis donc on protégeait les forêts. Et puis, ils se sont rendus compte que les sèves avaient des vertus également nutritionnelles. Chaque sève a une fonctionnalité. Nous, par exemple, la sève d'érable avec 46 vitamines et nutriments va être très bien pour le petit déjeuner, va être très bien pour reminéraliser le corps. Alors que la sève de bouleau est plus connue pour un côté détox, purifiant, drainant. Et en fait, j'ai utilisé cette fonctionnalité de la sève pour la transformer dans une boisson du quotidien. D'accord. C'est quoi votre mode de distribution? Alors aujourd'hui, on est présent national chez Monoprix. Voilà, avec le format 1 litre et 33. Et puis pour les restaurateurs, parce qu'on a énormément de restaurateurs qui ont voulu amener sur une carte une boisson française, peu sucrée, saine. Donc aujourd'hui, on est distribué dans les entrepôts métro, au national également. Vous venez de lever 1 million d'euros, c'était il y a quelques semaines, février dernier. Avec quelle ambition? Qu'est-ce que ça change? Évidemment, c'est un accélérateur pour une entreprise, mais qu'est-ce que vous allez en faire? Alors déjà, c'est une super expérience. Je l'ai faite toute seule, la levée. J'ai pas eu de leveur. Je suis pas de la finance. Mais à un moment, je me suis dit, Caro, tu connais tes boissons, c'est toi qui vas porter le projet, on y va. La première chose, c'est qu'on a eu de la chance d'avoir des distributeurs qui nous ont suivis rapidement. Donc ces contrats signés dont je vous parlais précédemment, il fallait les assurer. Et on les assure avec une force commerciale, une présence sur le terrain et une force aussi médiatique, de notoriété. Donc la première partie, c'est ça. La deuxième partie, c'est évidemment la recherche et développement, où on travaille toujours autour de la sève d'arbre. On est en train de déposer un brevet. Donc justement, on a été reconnu entreprise innovante dans l'alimentaire français. Et puis la troisième partie, c'est l'exportation. Déjà, il y a la question du maillage territorial. Vous êtes présent grâce au partenariat dont vous parliez. Vous êtes présent un peu partout en France. On vous trouve un peu partout en France. Alors partout en France et en Belgique, parce que on a d'abord commencé sur notre territoire, le Rhône-Alpes. On vient d'Annecy, donc on va d'abord travailler à la maison. Après Île-de-France, ça semblait assez logique. Et puis aujourd'hui, cette année, on est vraiment au national. Je vous dis chez Monoprix, chez Métro, et on est également en Belgique dans tous les magasins de l'Aise. Vous travaillez sur de nouvelles recettes, donc? Évidemment. En permanence? En permanence. Alors ça, c'est mon petit dada. C'est-à-dire que moi, j'adore créer, j'adore innover. Donc on a également travaillé sur des gummies qu'on a lancés pour les restaurateurs. C'est quoi des gummies déjà? Alors les gummies, c'est vraiment ce que j'appelle la gourmandise utile. Où nous, on a travaillé sur la sève d'acacia. La sève d'acacia vient d'être reconnue par la Commission européenne, riche, on va dire, en prébiotiques naturels, riche en fer, riche en fibres. Ça veut dire que ça va faciliter la digestion. Ça va également entretenir la flore intestinale. Et comme on utilise du mou de raisin, il y a très peu de sucre, donc c'est que 4 calories. Donc c'est vraiment une petite gourmandise qu'on va souvent consommer, soit après un café, soit après déjeuner, qu'on va avoir dans la voiture, dans le sac, et puis qui fait du bien au corps, tout simplement. Vous dites fabriqué en France, donc ça veut dire quoi? Vous avez déjà un atelier, une usine? C'est quoi votre modèle? Alors, moi, ce que je sais faire, c'est la création des recettes. Je sais bien en parler, en tout cas, j'espère. Je sais vendre mes produits. Par contre, j'ai voulu m'associer avec des professionnels. Pourquoi? Parce qu'il y a une vraie sécurité alimentaire qu'il ne faut pas prendre à la légère. Donc, je travaille avec des gros groupes, on va dire, qui fabriquent les produits. Donc, moi, je gère toutes mes matières premières en direct. Je travaille en circuit court, en commerce équitable avec certaines sèves, voire également le mou de raisin qui vient de France. Et puis après, ils embouteillent en Alsace, on va dire, pour les boissons, et les gummies à Montpellier, dans une toute petite entreprise familiale. Et ben voilà, merci beaucoup Caroline Liot. Bon vent à Mémé. On va goûter vos produits, évidemment. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Je vous dis à lundi. Bon week-end sur Bismart. Je voudrais remercier Joséphine Dacoury qui est à la production, à la programmation de ce Smart Impact, assisté aujourd'hui de Carla Perruchon, Kylian Soula à la réalisation et Saïd Mamou pour le son. Merci à toutes et à tous. À bientôt.